J'ai versé le poison dans le verre de mon beau-frère juste avant qu'il ne porte un toast à l'amour éternel, et le monde a applaudi son agonie comme une danse macabre. Ma sœur, radieuse dans sa robe blanche, a ri de ma folie quand j'ai éclaté en sanglots au milieu de la cérémonie, me traitant de parasite familial devant 200 invités. Mais ce qu'elles ignoraient, ma mère et elle, c'est que j'avais déjà porté leurs crimes sur mes épaules pendant 10 ans, et que ce jour-là, à Versailles sous un ciel de plomb, je rendais enfin la justice. Une justice qui goûtait le fiel et le vin millésimé. Le poison n'était pas pour lui seul. C'était pour nous toutes, pour effacer la tache qu'elles avaient gravée sur mon âme. J'ai vu les yeux de ma sœur s'écarquiller quand ils s'est effondrés, et dans ce regard, j'ai lu la vérité. La trahison qu'elle m'avait infligée n'était qu'un prélude à la mienne, plus impitoyable encore. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, avait toujours été notre prison dorée. Notre famille, les Duval, descendait d'une lignée de bourgeois parisiens qui avaient su transformer la Révolution en opportunité, accumulant des secrets comme on empile des livres dans une bibliothèque haussmannienne. Moi, Élise Duval, l'aînée, j'avais été la gardienne de ces ombres. À 35 ans, je vivais encore dans l'appartement familial du Marais, un labyrinthe de parquets cirés et de portraits ancestraux qui me fixaient avec un reproche muet. Ma sœur cadette, Camille, 28 ans, était la favorite, blonde, éclatante, promise un avenir radieux avec Antoine de Montfort, héritier d'une fortune en vin bordelais. Et notre mère, Geneviève, veuve depuis mes 10 ans, régnait sur nous comme une impératrice déchue, ses lèvres peintes en rouge sans cachant un venin plus subtil. Tout avait commencé 10 ans plus tôt, par une nuit d'orage qui avait transformé notre vie en tragédie burlesque. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature, rêvant d'écrire un roman sur les fantômes de Paris. Camille, alors 18 ans, fêtait son baccalauréat dans une boîte de nuit des Champs-Élysées. Mère, ivre de champagne et de regrets, l'avait accompagnée, une rare sortie pour elle, qui préférait ses salons littéraires aux néons vulgaires. Moi, j'étais resté à la maison, veillant sur notre père absent, cloué au lit par un cancer qui le rongeait comme un ver dans une pomme. Le lendemain matin, la police avait frappé à notre porte. Un scandale. Une jeune fille morte d'overdose dans les toilettes de la discothèque. Camille et mère étaient impliquées, non pas comme victimes, mais comme les dernières à l'avoir vue vivante. L'enquête avait vite tourné au vinaigre. Des traces de drogue dans leur sac, des témoignages sur une dispute bruyante. La fille, une étudiante en art nommée Léa, avait été vue en train de supplier Camille de lui rendre une somme d'argent, un prêt pour financer son rêve de galeriste. Mais Léa n'avait pas survécu à la nuit. C'est là que le piège s'était refermé. Mère, paniquée, m'avait convoqué dans son bureau, entouré de photos jaunies de nos ancêtres. « Élise, ma chérie, tu es la forte. Camille est trop fragile, elle a son avenir devant elle. » Et moi, idiote loyale, j'avais écouté. Elles avaient maquillé l'histoire. C'est moi qui avais accompagné Camille, moi qui avais fourni la drogue pour aider une amie en détresse, moi qui avais fui la scène en la laissant mourir. J'avais plaidé coupable pour homicide involontaire, passant 3 ans en prison à Fleury-Mérogis, un enfer de béton où les rêves se noient dans l'urine et les murmures. À ma sortie, j'étais revenue brisée, mais silencieuse. Mère m'avait installée dans une chambre exiguë au fond de l'appartement, me traitant comme une ombre. C'est pour ton bien, Élise. La famille passe avant tout. Camille avait filé à l'université de Lyon, puis à Bordeaux pour ses études de vinification, effaçant le passé comme on rince un verre souillé. Elle n'avait jamais mentionné Léa, ni la nuit fatidique. Et moi, j'avais avalé le mensonge, gérant les factures familiales, écrivant des articles anonymes pour des revues obscures, hanté par le fantôme d'une fille que je n'avais même pas connue. Les années passèrent comme un brouillard ouaté. Paris changeait. Les JO de 2024 avaient repeint la ville en bleu-blanc-rouge, mais nos cicatrices restaient vives. Mère, maintenant 70 ans, s'était reconvertie en mécène pour des expositions d'art contemporain, lavant son âme avec des chèques. Camille, elle, avait conquis Antoine lors d'un salon du vin à Cannes. Leur romance était le conte de fées que la presse people adorait, la fille de bourgeois et l'héritier vigneron, un couple photogénique sous les flashs. Le mariage était prévu pour l'été 2025, à Versailles, dans les jardins où Louis XIV avait dansé avec ses fantômes. 200 invités, politiciens, critiques d'art, vignobles influents. Mère avait insisté pour que je sois là, non comme sœur, mais comme la discrète Élise, celle qui porterait les alliances ou servirait le café. Ne fais pas de vagues, ma fille. C'est le jour de Camille. J'aurais dû refuser. Mais la rage, cette braise que j'avais étouffée si longtemps, avait commencé à rougeoyer. Des mois avant, j'avais fouillé l'appartement pendant que mère était à une vernissage. Dans son secrétaire, derrière une pile de factures, j'avais trouvé les lettres. Des missives de Léa à Camille, datant de l'année de sa mort, des supplications pour de l'argent, des accusations de chantage. Et une note de mère,
débarrasse-toi d'elle. Discrètement. Camille n'avait pas emprunté. Elle avait volé les économies de Léa pour financer une soirée extravagante. La drogue, un accident forcé, pour la faire taire. Mère avait tout orchestré, protégeant sa cadette comme une louve son faon. Le secret Chonju m'avait frappé comme un coup de poignard. J'avais porté leur crime, enduré les moqueries en prison, la bourgeoise qui a tué pour une dose, pendant qu'elle vivait libre. La trahison était un abîme, et au fond, je voyais mon reflet, une femme qui avait sacrifié son âme pour des monstres. C'est alors que l'idée de la vengeance avait germé, sombre et française dans son élégance cruelle. Un peu comme les romans de Simenon, où le crime est une valse macabre. J'avais contacté un ancien codétenu de Fleury, un chimiste raté nommé Raoul, qui trafiquait maintenant des poisons discrets sur le dark web. Rien de traçable, Élise. Du ricin dilué dans du vin, indolore au début, puis une hémorragie interne qui ressemble à une indigestion. Le prix, 5 000 €, que j'avais économisé en vendant mes bijoux de communion. Mais ce n'était pas suffisant. La vengeance devait être théâtrale, comme une pièce de Racine, pleine de fureur et de cris étouffés. J'ai planifié chaque détail. Le jour J, je me suis glissé dans les cuisines du château de Versailles, déguisé en serveuse, un tablier volé, un badge falsifié. Antoine, ce bellâtre aux yeux bleus, buvait déjà sec, toast après toast. J'ai versé la dose dans sa flûte de Dom Pérignon, juste avant le discours des mariés. La cérémonie avait été un supplice. Assise au fond de l'église Notre-Dame de Versailles, j'avais regardé Camille s'avancer, sa traîne balayant le sol comme un serpent. Mère, en tailleur Chanel, rayonnait. Puis, le banquet, rire, cliquetis de couverts, jazz manouche en fond. Antoine s'est levé pour porter son toast. À Camille, ma muse éternelle. Il a bu. Le verre a teinté contre ses dents. Au début, tout était normal. Camille a répondu, émue, parlant d'un amour pur, sans ombre. Puis, elle s'est tournée vers moi, comme si elle avait oublié ma présence pendant des heures. Et bien sûr, mes remerciements à Élise, notre ombre bienveillante. Les invités ont ri poliment. Mère a ajouté, d'une voix suave. Oui, Élise qui a toujours su se faire petite. La honte de la famille, mais une honte utile, n'est-ce pas? Le mot honte a claqué comme un fouet. 200 père Dieu sur moi. J'ai senti les larmes monter, non de tristesse, mais de rage pure. J'ai bondi, renversant ma chaise. Honte, c'est vous qui êtes la pourriture. J'ai pris votre prison pour vous protéger, et vous me traitez comme une chienne. Le silence a suivi, puis les murmures. Camille a pâli. Élise, ta folie recommence. Assieds-toi. Mère a sifflé. Pas ici. Pense à la famille. Mais il était trop tard. Antoine a toussé, une main sur la poitrine. Je me sens. Il s'est plié en deux, crachant du sang sur la nappe blanche. La panique a éclaté. Cris, chaises qui tombent, serveurs affolés. Dans le chaos, j'ai vu le regard de Camille. Pas de la peur pour lui, mais pour elle-même. Que as-tu fait? A-t-elle murmuré en m'attrapant le bras. J'ai souri, pour la première fois depuis des années. Ce que vous m'avez appris, survivre à tout prix. Les ambulances ont hurlé dans les allées impeccables de Versailles, sirènes bleues déchirant l'air parfumé des rosiers. Antoine gisait sur une civière, son visage cireux contrastant avec le smoking froissé, tandis que les invités se pressaient comme des mouches autour d'un cadavre encore chaud. Mère m'avait traîné à l'écart, dans un salon adjacent orné de tapisseries Louis XIV, ses ongles enfoncés dans mon avant-bras. Espèce d'idiote. Tu as tout gâché. Si c'est une de tes crises, je te jure que je te fais interner. Ses yeux verts hérités de notre grand-mère normande, brillaient d'une fureur calculée. Pas de larmes pour le gendre, seulement la peur du scandale. Camille, elle, était restée figée près du corps. Sa robe de mariée tachée d'une goutte de sang, un présage, comme dans ces opéras italiens que mère adorait. Elle avait murmuré quelque chose à l'oreille d'un policier, un geste furtif qui m'a glacé le sang. L'instinct de survie, encore. Elle me désignait déjà comme la coupable, la sœur dérangée qui avait pété les plombs lors du plus beau jour de sa vie. Les heures suivantes ont été un tourbillon de questions. La police versaillaise, rodée au drame bourgeois, a isolé les suspects potentiels. Moi, bien sûr, en tête de liste. La cuisinière qui avait servi le vin, même le sommelier, un vieux basque tatillon. Génier, bien sûr, avec un calme olympien appris en prison. J'ai crié, oui, parce qu'elles m'ont humilié. Mais empoisonné? C'est absurde. Demandez à Raoul. Non, attendez, je ne connais pas de Raoul. Intérieurement, je riais. Le poison était indétectable, Raoul un fantôme numérique, et mon alibi?
solide comme un Versailles en carton-pâte. Mère a orchestré la défense avec l'habileté d'une avocate de la Cour de cassation. Elle a appelé son notaire, un certain maître Lefebvre, qui est arrivé en hélicoptère depuis Neuilly. Oui, en hélicoptère, parce que dans notre monde, même les crises se font avec style. C'est Élise, a-t-elle déclaré aux flics, l'air navré. Elle a des antécédents. Homicide involontaire en 2015. Elle n'a jamais digéré sa peine. Camille a hoché la tête, les larmes aux yeux, de vraies larmes, cette fois, pour le spectacle. Ma sœur est malade, officier. On l'aime, mais elle est instable. Instable. Le mot m'a piqué comme une abeille. Pendant qu'on m'interrogeait dans une pièce au mur lambrissé, j'ai repensé à ces 3 ans à Fleury. Les nuits où les gardiennes ricanaient, la petite bourgeoise qui a tué sa copine pour un rail de coq. Les codétenus qui me tabassaient pour payer Léa. Et moi, muette, portant le poids d'un crime qui n'était pas le mien. J'avais lu Balzac en cachette, rêvant de Vautrin et de ses vengeances froides. La société est un volcan qui dévore les faibles, murmurais-je dans le noir. Eh bien, aujourd'hui, j'étais le magma. Antoine a survécu, à peine. Le ricin, dilué, avait provoqué une hémorragie gastrique, pas mortelle, mais assez pour annuler le mariage et plonger la famille Montfort dans l'embarras. Les journaux du lendemain titraient « Drame au château, empoisonnement au mariage d'un héritier bordelais ». Avec une photo floue de moi, escorté par des gendarmes, l'air hagard. Mère a étouffé le feu avec ses relations, un appel au préfet, un don discret à une association antidrogue. L'enquête a conclu à un « accident alimentaire », le poison attribué à une contamination rare de raisin, ironie du sort, pour un vigneron. Mais la vengeance ne s'arrête pas à un toast empoisonné. C'était le début d'une symphonie, un requiem pour les Duval. Rentré à Paris, j'ai fouillé plus profond. Les lettres de Léa n'étaient que la pointe de l'iceberg. Dans un coffre-fort de la banque Rothschild, clé dérobée à Mère pendant son sommeil, j'ai trouvé les preuves. Virements occultes de l'entreprise familiale, une galerie d'art bidon, vers des comptes offshore. Mère avait blanchi de l'argent pour couvrir les dettes de jeux de pair, avant sa mort. Camille, impliquée dès l'adolescence, avait servi de mule pour des prêts à des artistes véreux. Léa, elle avait découvert le pot aux roses, menaçant de tout balancer à la brigade financière. Le twist, père n'était pas mort de cancer. Une autopsie falsifiée, un suicide maquillé. Mère l'avait poussé du balcon de notre maison de Deauville, pendant une tempête, parce qu'il voulait divorcer et tout révéler. Pour nous protéger, avait-elle écrit dans un journal intime jauni. Camille, 8 ans à l'époque, avait vu la chute et s'était tue, récompensée par des robes et des voyages. Cette révélation m'a consumé. Je n'étais pas seulement la scapegoat, j'étais l'idiote d'une lignée de menteurs. La revanche devait être plus intime, plus française. Un scandale qui rongerait leur âme comme l'acide ronge le marbre. J'ai contacté un journaliste freelance, un certain Julien Moreau, que j'avais croisé à la Sorbonne. J'ai un dossier sur les Duval. Corruption, meurtre, blanchiment. Mais ça vous coûtera votre carrière si ça foire. Il a ri. En France, les scandales sont notre oxygène. Allons-y. Pendant ce temps, la famille se refermait comme une huître. Camille, furieuse, m'avait mise à la porte de l'appartement du Marais. Tu n'es plus une Duval. Va crever dans ta misère. Mère, plus subtile, m'avait proposé un arrangement. 20 000 € pour signer un papier me déshéritant et jurant le silence. J'ai feint l'acceptation, empochant l'argent pour financer la suite. La phase 2, infiltrer leur monde. J'ai loué un studio minuscule à Belleville, quartier des ombres immigrées, et me suis fait embaucher comme assistante chez Montfort Vignoble, sous un faux nom, Élise Laurent, spécialiste en communication de crise. Antoine, convalescent, m'a engagé sans me reconnaître, ses yeux voilés par les analgésiques. Camille, maintenant fiancée pour de bon, le mariage reporté à l'automne, supervisait les relations publiques. Elle m'a vu lors d'une réunion à Bordeaux, pâlit un instant, puis a souri. Nouvelle tête ? Parfait, on a besoin de chair à canon. Travailler à leur côté était un supplice exquis. Je voyais Camille lisser son chignon blond, commander des caisses de Château Margaux comme si rien n'avait changé. Antoine, diminué, boitait légèrement aux séquelles du poison. Et moi, je glissais des indices à Julien. Copie de virement, scan de lettres. Attends le bon moment, lui disais-je. Le bon moment, le salon du vin de Paris, en novembre, où toute l'élite s'extasierait sur leur cuvée. Mais le destin, ce farceur gaulois, a accéléré les choses. Une nuit, seul dans mon studio, j'ai reçu un appel anonyme. Élise Duval, tu crois que tes petits secrets sont bien gardés. La voix était déformée, mais je l'ai reconnue,
Raoul, mon chimiste. Trahi? Paranoïaque? Hilary, ta mère paie mieux. Elle sait pour le poison. Et elle veut que tu paies. Panique. Mère avait fouiné, utilisé ses contacts pour remonter à la source. Le lendemain, un colis. Une fiole vide de ricin, avec une note. Confesse ou on te renvoie en tôle pour tentative de meurtre. Le piège se resserrait. J'ai confronté Camille lors d'une dégustation privée à la Tour Eiffel. Vue sur la scène scintillante, ironie cruelle. Tu sais, n'est-ce pas? Pour père. Pour Léa. Elle a nié, puis craqué. C'était elle ou nous. Mère a fait ce qu'il fallait. Toi, tu as toujours été faible. Faible? Non, patiente. J'ai enregistré la conversation sur mon téléphone, un atout pour Julien. La tension montait, huame et électrique, comme avant un orage sur la Loire. Mère m'a convoqué dans un café du quartier latin, lieu de nos souvenirs d'enfance. Fille ingrate. Tu veux détruire tout ce que j'ai bâti. Ses mains tremblaient sur sa tasse de café noir. J'ai répondu calmement, tu as détruit ma vie pour la sienne. Maintenant, c'est l'équilibre. Elle a ri, amère. L'équilibre? En France, la famille est une forteresse. Tu n'es qu'une bréèche. Ce soir-là, j'ai envoyé le dossier à Julien. Les fuites ont commencé. Articles anonymes sur Mediapart, rumeurs dans le monde. Les Duval, un empire d'art bâti sur du sang. Camille a appelé, hystérique, arrête ça. Antoine me quitte, les investisseurs fuient. Mère, silencieuse, préparait sa contre-attaque, des avocats, des diffamations croisées. Le chaos Trao approchait, et avec lui, la division. Les invités du mariage, ces hypocrites, choisissaient déjà leur camp. Certains compatissaient à ma folie vengeresse, d'autres défendaient la dignité familiale. Étais-je la victime ou la monstère? La question planait, âcre comme le brouillard automnal. Le salon du vin de Paris, au carrousel du Louvre, était un cirque doré, stands drapés de velours pourpre, arômes de tanin et de chêne flottants comme des fantômes enivrés. J'y suis entré incognito, badge Élise Laurent épinglé sur un tailleur emprunté, le cœur battant au rythme des accords de Piaf diffusés en boucle. Camille trônait au centre du stand Montfort, radieuse malgré les cernes, versant des échantillons avec un sourire de mannequin. Antoine, à ses côtés, serrait des mains mollement, son teint encore verdâtre rappelant mon cadeau de Versailles. Julien avait fait son travail. La veille, un article explosif sur un site d'investigation avait lâché la bombe. Blanchiment et meurtre, le scandale des Duval ébranle le monde de l'art. Des détails crus, les virements de Léa, la note de mère sur le débarras, même une photo floue de l'autopsie falsifiée de père. Les réactions avaient fusé comme des bouchons de champagne. Tweetos scandalisés, édito dans Libération clamant « La bourgeoisie française, pourriture éternelle ». Mais aussi des soutiens inattendus, des féministes voyant en moi une femme brisée par le patriarcat familial, d'autres me traitant de folle hystérique qui ruine des innocents. Camille m'a repéré au milieu de la foule, ses yeux s'étrécissant comme ceux d'un chat enragé. « Toi, ici !» Elle m'a tiré derrière un rideau de dégustation, l'odeur de Bordeaux nous enveloppant comme un linceul. « Qu'est-ce que tu veux? Nous supplier? Antoine est à 2 doigts de rompre, et mère. Mère parle de te faire déclarer folle pour te confiner. » J'ai sorti mon téléphone, jouant l'enregistrement de notre conversation à la Tour Eiffel. Sa voix, claire comme du cristal, c'était elle ou nous. Elle a blêmi, puis rit, un rire cassé, presque admiratif. « Tu es pire que nous, Élise. Au moins, nous, on protégeait la famille. Toi, tu la massacres pour. Quoi? Une vengeance mesquine. Mesquine? Non, nécessaire. Vous m'avez volé 10 ans. La prison, les regards, l'oubli. Léa avait une vie, et vous l'avez écrasée comme une fourmi. » Elle a haussé les épaules, ce geste si français de non-dit. Léa était une erreur. Père aussi. La vie est un jeu, grande sœur. Les perdants pleurent. Et là, le premier lissage de masque, elle a proposé un pacte. Arrête les fuites. Je te rends ta part d'héritage, la moitié de la galerie. On recommence à zéro. Une tentation, fugitive comme un mirage dans le désert du Sahara. Mais je voyais le piège. Demain, un accident, pour moi, comme pour les autres. J'ai refusé, et elle a changé de tactique, la louve blessée. Tu sais, Antoine n'était pas au courant. Pour rien. Si tu continues, c'est lui qui paiera. Une menace voilée, mais réelle. Les Montfort avaient des amis haut placés, des juges qui pourraient rouvrir le dossier de 2015, me renvoyer en tôle pour révélation mensongère. Je suis parti,
le goût amer du vin sur les lèvres, sachant que le vrai combat commençait. Mère, elle, contre-attaquait en sous-main. Le soir même, un appel de maître Lefebvre, Madame Duval propose une médiation. Demain, à l'hôtel de Crillon. Venez seul. Le Crillon, ce bastion haussmannien face à la place de la Concorde, où les secrets se scellent autour de thé Darjeeling. J'y suis allé, vêtu d'une robe noire simple, deuil anticipé. Mère m'attendait dans une suite aux lambris dorés, un verre de cognac à la main. Elle avait vieilli, rides creusées, cheveux teints maladroitement. « Assieds-toi, Élise. Discutons comme des adultes. » La discussion fut un duel de mots, acéré comme une lame de guillotine. Elle a admis tout, la chute de père, un moment de faiblesse, Léa, un regrettable accident, mon sacrifice, pour ton bien, pour te donner un but. Tu étais toujours si idéaliste. La prison t'a forgé. Forgé, brisé, plutôt. J'ai contre-attaqué. Et maintenant, vous me jetez comme un Kleenex usé. Elle a souri, ce sourire de salon qui cache les crocs. Pas jeté. Épargné. Signe ça. Un papier de renonciation à toute poursuite, en échange d'un chèque et d'un billet pour l'Amérique. Recommence là-bas. Laisse-nous penser nos plaies. Refus. C'est alors qu'elle a révélé son atout, un dossier sur moi. Photo de mon achat de poison, trace IP vers Raoul. J'ai payé ton chimiste pour qu'il te balance. Tu es fini, Élise. Ou tu signes, ou tu retournes à Fleury, cette fois pour meurtre prémédité. Le chantage, pur et dur, avec l'élégance d'une duchesse. J'ai feint la capitulation, signant d'une main tremblante. Mais en partant, j'ai glissé une clé USB dans son sac. Le dossier complet, avec l'enregistrement de Camille. Pour tes souvenirs, mère. Les jours suivants furent un chaos jubilatoire. Les fuites continuaient. Un podcast sur France Inter disséquait l'affaire, invitant des psychologues à débattre de la vengeance féminine comme catharsis sociale. Les camps se formaient. D'un côté, les traditionalistes hurlant à la désintégration familiale, citant Balzac et la solidarité bourgeoise. De l'autre, les progressistes me voyant comme une Antigone moderne, défiant la loi des tyrans domestiques. Camille, sous pression, a annulé le mariage pour de bon. Antoine, pragmatique, a divorcé discrètement, récupérant ses vignes. Mais il m'a contacté, anonymement, je sais que c'était toi. Pas pour me tuer, hein? Pour la réveiller. Merci, en quelque sorte. Mère, acculée, a tenté le coup bas, une plainte pour diffamation contre Julien. Mais le journaliste avait des alliés, des hackers de l'Anonymous français, qui ont leaké les comptes offshore sur Wikileaks. Le scandale enflait, touchant même l'Élysée, un ministre de la Culture impliqué dans les dons de la Galerie Duval. La tension était palpable, huâme comme l'air avant une émeute à Bastille. Je me cachais à Montmartre, dans un garnimiteux surplombant Sacré-Cœur, écrivant mon propre récit, un roman, enfin, sur ses ombres familiales. Puis, le retournement, Camille m'a retrouvé. Pas pour se venger, mais pour supplier. Elle est apparue un soir pluvieux, trempée, sans maquillage, une poupée brisée. Élise, arrête. Mère. Elle a fait une overdose. Cognac et pilule. À l'hôpital Cochin. Le choc m'a foudroyé. Était-ce vrai, ou un leurre? J'ai couru à l'hôpital, traversant Paris en taxi fou, la Seine gonflée par l'orage comme un serpent enragé. Mère vivait encore, reliée à des machines qui bipaient comme des reproches. Camille veillait, les yeux rougis. Elle a tout avoué, aux flics. Pour te protéger. Une dernière fois. Avoué? Le meurtre de père, le blanchiment, tout. Mais avec un twist, elle dit que c'est toi qui as poussé père. Que tu étais jalouse de son amour pour moi. Le mensonge ultime, un lissage de masque final. Camille a juré. Je sais que c'est faux. Mais les flics te cherchent maintenant. La division culminait. Étais-je la vengeresse légitime ou la parricide inventée? Les médias débattaient, Duvalgate, tragédie ou manipulation. Je me suis enfui, le cœur en lambeaux, sachant que la revanche avait un prix, mon humanité. La fuite à travers Paris nocturne fut une odyssée kafkaïenne, sous une pluie qui fouettait les pavés comme les larmes refoulées d'une ville coupable. J'ai erré des halles à Pigalle, évitant les néons des bistrots où les Parisiens noient leurs secrets dans du pastis. Mon téléphone vibrait sans cesse, appel de Julien, cache-toi, les keufs sont sur ta piste. Message de numéros inconnus, monstre familial, même un texto d'Antoine. Si tu as besoin d'un plan B, les vignes de Bordeaux sont vastes. Mais qui croire? La trahison de mère, ce dernier coup de poignard, m'accuser de la mort de père, avait fissuré ma rage en désespoir pur.
J'ai trouvé refuge chez Raoul, le chimiste traître, dans une cave de Belleville imprégnée d'odeurs de solvant et de regrets. Il m'a accueilli avec un rictus. Ta mère paie bien, mais toi, tu as du cran. Cache-toi ici, le temps que ça passe. Le temps? En France, les scandales sont éphémères comme un printemps, mais les enquêtes judiciaires, tenaces comme la bureaucratie. Les flics de la PJ avaient rouvert le dossier 2015, exhumant Léa et père sous l'angle d'un complot familial. Mère, depuis son lit d'hôpital, distillait son venin. Interview larmoyante à la télé, où elle pleurait ma fille aînée, perdue dans sa jalousie. Camille, complice muette, posait en victime éplorée, sa robe de mariée rangée comme un suaire. Les débats publics faisaient rage, divisant la nation comme une fracture tectonique. Sur X, l'ancien Twitter, Duval Vengeance cumulait des millions de vues, des traites féministes me couronnant icône de la revanche sororale, contre des conservateurs hurlant « désintégration morale », quand la famille paie pour une hystérique. Un philosophe sur France Culture disséquait « Élise Duval incarne le mal français, l'individualisme destructeur masqué en justice poétique ». D'autres, dans Télérama, me comparaient à Emma Bovary, une femme étouffée par ses chaînes, explosant en poison et en mots. J'étais le centre d'une arène, sans épée, et le public choisissait son gladiateur. Pourtant, dans cette cave humide, j'ai comploté la contre-vengeance. Raoul, repentant ou opportuniste, m'a fourni un nouveau outil, un logiciel de deepfake capable de fabriquer des vidéos incriminantes. Utilise-le bien. Ta mère en a fait un pour toi, la fameuse poussée de père. J'ai passé des nuits blanches à décortiquer les archives familiales, vidéos de Deauville, photos granuleuses. Le résultat? Une vidéo truquée où mère confessait tout, en détail cru. J'ai poussé Henri parce qu'il me quittait pour sa maîtresse. Élise, innocente. Camille, ma complice. Envoyée anonymement à Mediapart, elle a explosé comme une grenade. Le chaos s'est amplifié. Mère, sortie de l'hôpital contre avis médical, a nié en conférence de presse, mais les doutes s'insinuaient. Camille a craqué publiquement. Interview choc où elle admettait le chantage à Léa, pleurant « j'étais jeune, manipulée par maman ». Un lissage de plus, se victimiser pour sauver sa peau. Mais le public, ce jury impitoyable, penchait. Sondage montrait 52% me soutenant comme vengeresse légitime, 48% la condamnant comme destructrice. La division était viscérale, des manifestations sporadiques à République, justice pour Élise. Contre famille d'abord. J'ai émergé de ma tanière pour l'acte final. Une confrontation au tribunal, où mère était citée pour blanchiment. La salle d'audience du palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire, était bondée, journalistes, curieux, même des descendants de Léa venus de province. J'y suis entré menotté. Les flics m'avaient chopé la veille, grâce à un mouchard de Raoul, encore lui. Assise au banc des accusés, face à mère en tailleur gris, j'ai vu Camille dans la galerie publique, flanquée d'avocats. Le procès fut un théâtre absurde, digne de Ionesco. Maître Lefebvre, pour la défense de mère, a dépeint un tableau idyllique. Une veuve éplorée, piégée par une fille aigrie. Preuve, ma confession deepfake, balayée comme un fake évident. Puis, mon tour, j'ai témoigné, voix ferme malgré les chaînes. J'ai porté leurs crimes pour les protéger. La prison m'a volé ma jeunesse, et leur ingratitude m'a volé mon âme. Ce n'est pas vengeance, c'est restitution. J'ai produit les lettres, les virements, l'enregistrement. La salle a retenti d'un hoquet collectif. Camille a été appelée à la barre. Tremblante, elle a commencé par le déni. Élisement. Elle a toujours été jalouse. Mais sous le feu croisé des questions du procureur, un basque implacable, elle a flanché. Maman. Elle nous a forcés. Pour Léa, c'était un accident. Pour papa. Silence. Puis, le twist qui a fait basculer, papa n'est pas mort en tombant. Élise l'a su en premier. Elle nous a couvertes, parce qu'elle l'aimait trop, comme une amante. Mensonge pur, ou demi-vérité tordue. Mère avait-elle eu une liaison avec père? Non, mais Camille semait le doute, un dernier lissage pour diviser. Étais-je la fille loyale, ou l'incestueuse refoulée? Le jury, 12 citoyens ordinaires, miroir de la France fracturée, a délibéré des heures. Dehors, les camps s'affrontaient, pancarte « Libérez Élise » contre « Justice pour les Duval innocents ». À l'intérieur, je fixais mère, qui murmurait « Tu as gagné, mais à quel prix? Nous sommes maudites. » Gagné? Perdu, plutôt. La famille, cette forteresse, n'était plus qu'un tas de ruines. Le verdict est tombé comme un couperet. Mère condamnée à 10 ans pour blanchiment et complicité d'homicide.
Camille, 5 ans avec sursis, probation stricte. Moi, acquitté pour le poison, manque de preuves, mais inculpé pour diffamation, 1 an avec sursis. Les applaudissements ont été mitigés, hurrah des miens, huée des autres. En sortant, sous les flashs, j'ai croisé le regard de Camille, haine, mais aussi pitié. Tu nous as tous tués, Élise. Même toi. Libre, mais enchaîné à mon ombre, j'ai marché vers la Seine, l'eau noire reflétant les lumières comme des mensonges. La vengeance avait triomphé, mais à quel coût? Paris, indifférente, continuait sa valse macabre. Les mois post-procès ont été un épilogue flou, comme les brumes matinales sur le canal Saint-Martin où je m'étais installé, un 2 pièces anonyme, payé avec les restes de l'héritage disputé. La galerie Duval avait fermé, saisie par la justice. Les Montfort avaient coupé les ponts, leur vin boycotté par les bobos repentis. Mère purgeait sa peine à Fresnes, une ironie cruelle. La bourgeoise en cellule, écrivant peut-être des mémoires venimeuses. Camille, assignée à résidence à Bordeaux sous bracelet électronique, avait tenté un comeback médiatique, un podcast sur la résilience familiale, mais le public, lassé, l'avait renvoyé à ses ombres. Moi, j'écrivais enfin mon roman, Le poison des Duval, tapant sur un vieil ordinateur portable dans des cafés enfumés de Ménilmontant. Les avants éditoriales coulaient, un contrat avec Gallimard, des droits pour une série Netflix en gestation. Mais la gloire était aigre, interview où on me sondait comme un monstre de foire. Comment vous sentez-vous, après avoir détruit votre famille? Demandait une journaliste de Elle, micro tendu comme une arme. Libéré, répondais-je, mais intérieurement, le vide hurlait. Le twist final est survenu un soir d'hiver, sous un ciel de Paris saupoudré de neige rare, un manteau blanc sur les cicatrices. Une lettre, postée de Fresnes, sans expéditeur. L'écriture de mère, fine et acérée. Élise, ma fille. Tu as gagné la bataille, mais la guerre est en toi. Sache ceci, ton père n'est pas mort par ma main. Il s'est suicidé, oui, mais après avoir appris pour Léa, non pas notre crime, mais le tien. Tu l'as séduit, une nuit d'ivresse à Deauville. Il s'en voulait à mort. Camille l'a vu, et nous avons couvert. Pour te protéger. Tu es la vraie poison. Reviens me voir. Mère. Le papier a tremblé dans mes mains. Un mensonge? Une vérité enterrée? Les souvenirs affluaient. Cette nuit-là, l'orage, père et moi, un verre de trop, un baiser volé dans la confusion des embrassades familiales. Avais-je franchi la ligne? Ou était-ce le délirium d'une mourante? J'ai brûlé la lettre dans l'évier, les flammes dansant comme des démons. Le lendemain, j'ai rendu visite à Fresnes. Mère, vieillie en orange fluo, m'a reçu derrière une vitre sale. « Tu es venu pour la vérité ?» a-t-elle demandé, voix rauque. J'ai acquiescé. Elle a souri, ce sourire final. Il n'y a pas de vérité, Élise. Seulement des histoires qu'on se raconte pour survivre. La mienne, tu es le monstre. La tienne, nous le sommes. Choisis. Et là, le choix qui cause l'éternel débat. Ai-je pardonné ou empoisonné son repas du soir? Les rumeurs disent qu'elle est morte paisiblement, d'une indigestion. Les faits? Un rapport officiel, suicide par pendaison. Camille m'a appelé des jours après. C'est fini. Viens à Bordeaux. On peut reconstruire. Reconstruire? Sur des ruines empoisonnées? J'ai refusé, préférant l'exil volontaire, un billet pour New York, ville des réinventée. Mais avant de partir, j'ai visité la tombe de Léa, au Père-Lachaise, sous les ailes de l'ange de la section 44. Pardon, ai-je murmuré. Pour elle, pour père, pour moi. La vengeance, ai-je appris, n'est pas un triomphe. C'est un miroir brisé, reflétant des fragments d'horreur. En France, terre de passion contenue, elle divise les âmes comme le Rhône divise le Mistral. Ai-je eu raison? Les lecteurs de mon livre débattent encore. Happy end pour une libérée ou tragédie d'une damnée. Moi, Élise Duval, je marche dans les rues de Manhattan, fantôme d'un scandale parisien, me demandant si le poison n'était pas en moi dès le début. Et vous, lecteurs, quel camp choisissez-vous? La famille ou la justice impitoyable? Le rideau tombe, mais les applaudissements ou les huées résonnent encore.